Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes mardi 11 janvier 2022 et je continue ma lecture du livre écrit par Will Durand, Vie et doctrine des philosophes, sur la partie qui traite du philosophe Francis Bacon, philosophe anglais du XVIe siècle. Voilà, je continue ma lecture, c'est plutôt un prétexte à développer la philosophie sur laquelle je travaille et que j'ai mis en ligne sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui traite essentiellement, principalement, de l'évolution de l'humanité, de son sens et de son but possible. Voilà, je réfléchis à cette aventure humaine où nous allons en fait. J'essaie de répondre à cette question. Donc là, je suis à la page 154. C'est la troisième partie qui parle de l'utopie de la science. Je commence ma lecture. Perfectionner ainsi la science et ensuite perfectionner l'ordre social en confiant à la science la souveraineté serait déjà en soi une utopie. En fait, voilà, Bacon privilégiait l'idée qu'il fallait organiser la science, lui permettre de travailler dans les meilleures conditions, justement pour comprendre notre sens, je pense. Mais bon, j'ai pas lu Bacon. Et là, je découvre ce que je lis en même temps que je le lis. Tel est l'idéal que nous décrit Bacon dans le court fragment de la Nouvelle Atlantide, son dernier ouvrage, publié 2 ans avant sa mort. Wells pense que le plus grand service que Bacon ait rendu à la science est de nous avoir tracé, ne fût-ce qu'en une ébauche, l'image d'un monde où la science est enfin à sa vraie place de souveraine. Ce fut un acte royal d'imagination que d'avoir pour 3 siècles fixé un but à la grande armée qui lutte contre l'ignorance et la pauvreté sur le champ de bataille de la science et de l'invention. Et effectivement, c'était une chose essentielle de renforcer la science, même si elle s'est renforcée au détriment de la foi, au détriment de la religion, au détriment des... pas au détriment, parce qu'en fait, on se rend compte que même au médiéval ou à la Renaissance, la religion s'intéressait à la science et loin de la contraindre, essayait quand même de la comprendre et de s'adapter. Et c'est ce qu'elle a fait tout le temps. Elle s'est adaptée en fait à la créativité scientifique. Dans ces quelques pages, nous avons l'essence et la forme de Bacon, la loi de son être et de sa vie, la secrète et constante aspiration de son âme. Platon dans le Timée avait parlé de la vieille légende de l'Atlantide, le continent englouti dans l'océan occidental. Bacon et d'autres identifièrent la Nouvelle-Amérique de Colomb et de Cabot avec l'ancienne Atlantide. En fait, voilà, ces légendes ou ces visions, peut-être c'est pas des légendes, peut-être c'est des mondes engloutis, etc. On ne peut pas encore vraiment en être sûr, mais elles ont vraiment fait travailler l'imaginaire de l'humanité, et pour le bien de l'humanité.
Ce n'est pas le grand continent qui avait disparu, mais seulement le courage nécessaire aux hommes pour traverser l'océan. Ah, voilà, c'est le commentaire de Will Durant. Puisque l'ancienne Atlantide était maintenant connue et semblait habitée par une race assez vigoureuse, mais pas tout à fait telle que les brillants citoyens de l'utopie imaginée par Bacon, notre philosophe conçut une nouvelle Atlantide, une île perdue dans le lointain Pacifique que seuls Drake et Magellan avaient traversée. Une île assez éloignée de l'Europe et assez mystérieuse pour permettre toutes les fantaisies du rêve. Le récit commence de la façon la plus ingénue et la plus habile, tels les contes de Defoe et de Swift. Du Pérou, où nous étions restés toute une année, nous fîmes voile pour la Chine et le Japon par la mer du Sud. Par un temps des plus calmes, le vaisseau vogua doucement pendant des semaines sur l'océan sans bornes, tandis que les provisions diminuaient. Puis, des vents irrésistibles entraînèrent sans trêve le navire dans la direction du nord, loin des régions parsemées d'îles, en un immense désert d'océan. Les vivres furent réduits et encore réduits, et la maladie assaillit l'équipage. Enfin, alors qu'ils s'étaient résignés à la mort, les voyageurs, n'en pouvant croire leurs yeux, virent poindre une île à l'horizon. Comme le vaisseau approchait, ils aperçurent sur la grève non des sauvages, mais des hommes vêtus correctement, propres et apparemment d'intelligence développée. On leur permit d'atterrir, mais on leur dit que le gouvernement de l'île ne permettait de séjourner à aucun étranger. Toutefois, puisqu'il y avait des malades parmi l'équipage, ils pouvaient tous rester jusqu'à ce que les malades fussent rétablis. Durant les semaines de convalescence, les voyageurs débrouillèrent peu à peu le mystère de la nouvelle Atlantide. Il y a environ 1900 ans, leur dit un des insulaires, régnait dans cette île un roi dont plus que tout autre nous adorons la mémoire. Son nom était Salomon, et nous le considérons comme le législateur de notre nation. Ce roi avait un grand cœur et était entièrement résolu à rendre son royaume et son peuple heureux. Et bien voilà ce qu'il nous faudrait, des rois de l'humanité résolus à rendre leur peuple heureux. Ouais, conscients de ça. S'ils sont conscients de ça, ils rééquilibreraient d'instinct la distance qui s'est détendue entre les riches et les pauvres. Ils resserreraient cette distance qui s'est distendue avec la période néolibérale. Donc, comme ils ne le font pas, ils ne sont pas résolus à rendre leur peuple heureux, mais les maintiennent pas trop malheureux, tant qu'à faire, et surtout rendent heureux les dominants. Parmi les hauts faits de ce roi, un sur tous à la prééminence, ce fut la création et l'institution de l'ordre ou société que l'on appelle Maison de Salomon, la plus noble fondation, pensons-nous, qui fut jamais sur terre, et le phare de ce royaume. Suit une description de la maison de Salomon, trop compliquée pour que nous songions à la citer, mais assez éloquente pour arracher ce jugement à l'hostile Macaulay. On ne saurait trouver dans aucune composition humaine un passage où se révèle une sagesse aussi profonde et aussi sereine. Écrit Macaulay à propos de cette pensée. La maison de Salomon tient lieu dans la Nouvelle Atlantide de la maison du Parlement à Londres. C'est le siège du gouvernement insulaire. Mais là, il n'y a pas de politiciens, pas d'insolentes gentes élues, pas de blagues nationales, comme aurait dit Carlyle, pas de parti, pas de groupe politique, pas de pacte,
pas de campagne, pas de presse, pas de discours, pas de mensonges, pas d'élection. L'idée de pouvoir aux offices publics par d'aussi dramatiques méthodes semble n'être jamais venue à l'esprit des citoyens de l'Atlantide. Eh bien, je pense que on pourrait le refaire comme ça, le réécrire comme ça, l'idée de pourvoir aux offices publics par d'aussi dramatiques méthodes semble avoir disparu à l'esprit des citoyens futurs. Voilà, de l'esprit des citoyens futurs. Parce que c'est ce que je pense. C'est-à-dire que oui, effectivement, on aura dépassé tout ça. L'humanité, dans son évolution vers la perfection, dépassera cette position. Mais la voie qui mène au sommet de la renommée scientifique est ouverte à tous. Et tous ceux qui ont parcouru cette route siègent au Conseil de l'État. C'est un gouvernement du peuple et pour le peuple, par l'élite du peuple. Voilà, ben c'est la démocratie. Un gouvernement de techniciens, une bonne démocratie, une vraie. Un gouvernement de techniciens, d'architectes, d'astronomes, de géologues, de biologistes, de médecins, de chimistes, d'économistes, de sociologues, de psychologues et de philosophes. Un gouvernement assez compliqué, mais songez, un gouvernement sans politiciens. Eh bien oui, mais bon, pourquoi pas un gouvernement de politiciens si c'est un gouvernement éclairé, si c'est un gouvernement bienveillant pour le peuple et non pas pour une partie du peuple, si c'est un gouvernement de personnes qui ont vécu parmi le peuple, même s'ils sont issus de la bourgeoisie, mais qui ont un contact avec le peuple, qui n'ont pas de mépris pour les plus malheureux du peuple, comme le peuple n'a pas normalement de mépris envers ses plus malheureux, globalement. À part quelques pervers voilà, comme dans cette vidéo que j'ai vue dernièrement sur Twitter où des idiots traînent un sans domicile fixe en l'accrochant à la voiture et rient comme des malades. Voilà. Ils existent évidemment ces tordus, même dans le peuple, mais globalement, le peuple a une conscience du peuple bien plus haute que ça. C'est pour ça qu'il les lit globalement, quand c'était le temps, les sœurs Teresa, sœur Emmanuel, abbé Pierre, etc. C'était eux qui avaient l'amour de la population. En fait, le gouvernement de la nouvelle Atlantide se réduit à bien peu. Ces gouvernements sont plus occupés à maîtriser la nature qu'à régir les hommes. La fin de notre fondation est la connaissance des causes. Ah, la fin, ça c'est ce qu'écrit donc Francis Bacon. La fin de notre fondation, à partir de ce livre, sans doute la Nouvelle Atlantide, je ne sais pas du tout ce qu'il a écrit, Bacon, mais je regarderai sur Wikipédia. Et peut-être que c'est un de ses ouvrages. Et donc, il écrit La fin de notre fondation et un ouvrage utopique. C'est une sorte d'utopie, donc un monde utopique. Et il y avait beaucoup de cette forme littéraire à cette époque-là pour contester un peu les puissants, pour les chatouiller, pour les titiller, pour les engager à aller dans la bonne direction. Et puis parce que parce que c'est une très belle façon d'écrire. Alors là, il écrit « La fin de notre fondation est la connaissance des causes et des secrets mouvements des choses, et le recul des bornes de l'empire humain jusqu'à la réalisation de tout ce qui est possible.
Voilà cette phrase magique, magique, que je vais souligner. Cette phrase magique écrite en 1590, par là, je ne sais pas quand, par un homme qui n'a pas, qui n'est pas dans un moment où les idées téléologiques, l'étude des fins dernières de l'humanité étaient déjà là. Mais cette phrase le dit jusqu'à la réalisation de tout ce qui est possible. La réalisation de tout ce qui est possible, c'est la perfection. C'est la réalisation totale de l'humanité. Et l'humanité ne peut que réaliser, si elle réalise quelque chose, elle ne peut pas s'arrêter avant sa perfection. Et sa perfection, ça ne peut être que nos valeurs grandioses, nos idées grandioses, nos idées généreuses, nos idées sublimes, que sont la paix universelle, que sont le bonheur pour tous, que sont l'égalité, que sont l'amour du prochain, que sont la fin du racisme, que sont la fin des haines intercommunautaires, entre les peuples, etc. Voilà. Et la fin de l'abus de la planète, de l'abus des autres espèces, etc. Donc la réalisation totale, c'est ça. Telle est la pensée maîtresse du livre et la grande idée de Francis Bacon. Eh bien oui, il a absolument raison. Comment il a bien lu Francis Bacon, ce philosophe américain Will Durant. Telle est la pensée donc maîtresse. Nous trouvons les gouvernements engagés en de modestes tâches telles que l'étude des astres, l'utilisation industrielle des chutes d'eau, l'invention de gaz curatifs, la dissection des animaux, la production par croisement de nouvelles variétés de plantes et d'animaux, etc. Nous imitons le vol des oiseaux, nous nous essayons à voler dans l'air, nous avons des bateaux pour aller sous l'eau. L'île pratique le commerce avec l'étranger. Mais c'est un commerce d'étranges choses. Elle produit ce qu'elle consomme et elle consomme ce qu'elle produit. Elle ne fait pas la guerre pour accaparer les marchés étrangers. Notre commerce n'est pas celui de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Il n'a pas pour but de nous approvisionner de soie, ni d'épices, ni de toute autre denrée ou matière première. Nous ne commerçons que pour nous procurer la première créature de Dieu qui fut la lumière, pour avoir la lumière des progrès de toutes les parties du monde. Ces marchands de lumière sont les membres de la maison de Salomon, que tous les 12 ans, l'on envoie au loin vivre parmi les peuples étrangers, dans tous les coins du globe civilisé, pour apprendre leur langue et étudier leurs sciences, leurs industries et leur littérature, et revenir au bout de 12 années, rendre compte de leur découverte au maître de la maison de Salomon. Eh bien, c'est ce que faisait d'une certaine façon le Grand Khan, les empereurs chinois et certainement les autres à l'époque bien antérieure à cette époque-là. Et c'est ce que faisaient sans doute les Grecs, c'est ce que faisaient les Perses, c'est ce que faisaient, voilà, l'accueil, la curiosité de l'autre, savoir ce que l'autre a inventé, a compris, a connu. Maintenant, c'est ouvert, ça arrive directement sur nos télévisions, sur nos ordinateurs, sur nos portables. Et c'est une bénédiction, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est connecté à ce monde. Mais ça n'enlève pas que la curiosité, elle est exactement la même. Les êtres humains sont curieux d'autrui. Voilà. Et ce qui est dommage, c'est que certaines civilisations sont obligées
d'envoyer leurs enfants à la guerre pour apprendre à connaître les autres civilisations. C'est le cas de l'Amérique, par exemple. C'est dommage que ça soit par cette voie-là, alors qu'on a imaginé, compris, développé le tourisme. Le tourisme, c'est la voie de, prochaine de l'humanité. Les hommes vont circuler comme ça, les choses seront ouvertes, tous les gens vont circuler et se rencontrer les uns les autres de plus en plus, dès qu'on sera sorti de nos petits problèmes actuels. Tandis qu'un nouveau groupe d'explorateurs scientifiques prend leur place à l'étranger. De cette façon, la nouvelle Atlantide profite aussitôt de ce qu'il y a de mieux dans le monde. Dans cette brève esquisse, nous retrouvons l'utopie de tout philosophe, l'image d'un peuple vivant dans la paix et dans une modeste aisance, gouverné par ses hommes les plus sages. Ben oui, bien sûr que c'est ça. C'est l'utopie de tous les bons philosophes. Voilà, tout bon philosophe est là. Malheureusement, les philosophes qui finissent par rentrer dans le système, par être adulés, qu'on survolte leur égocentrisme, leur goût de la richesse, tout un tas de choses, de la célébrité. Eh bien, ils perdent de vue ça. Ils n'en parlent plus. Ils parlent d'autre chose. Mais ils parlent plus de... Ils perdent cette humanité qui est là qui œuvre pour la paix. Le philosophe doit œuvrer pour la paix. C'est naturel, c'est chez lui. Tous les grands philosophes œuvrent pour la paix. Le rêve de tout penseur est de remplacer le politicien par le savant. Pourquoi ? Après tant d'incarnations, cette idée ne reste-t-elle qu'un rêve ? Est-ce parce que le penseur est trop idéaliste pour entrer dans la bataille des affaires et convertir son rêve en une réalité ? Est-ce parce que l'âpre ambition des âmes rétrécies par la convoitise est pour toujours destinée à prévaloir sur les nobles et délicates aspirations des philosophes et des saints ? Ou bien est-ce parce que la science n'est pas encore parvenue à la maturité et à la pleine conscience de son pouvoir ? Est-ce parce que de nos jours seulement les physiciens, les chimistes et les techniciens commencent à voir que le rôle croissant de la science dans l'industrie et dans la guerre leur donne une position maîtresse dans la stratégie sociale et fait prévoir le temps où leur force organisée entraînera tout le monde à se les donner pour chef? Peut-être la science n'a-t-elle pas mérité jusqu'ici la maîtrise du monde? Peut-être la méritera-t-elle d'ici peu? Eh bien, je pense qu'elle ne la mérite pas encore. Et elle ne la méritera pas d'ici peu non plus, malheureusement encore. Tant que la science, tant que la technique, tant que la technologie acceptera de s'allier aux puissants, aux dominants, tant qu'elle aura de la velléité contre les spirituels, chose qui était normale parce que les spirituels, les religions ont été un petit peu dures avec les scientifiques. Elles ont mis des bâtons dans les roues de leur recherche parfois, etc. Et donc, en prenant le pouvoir, quand la science a pris le pouvoir sur le religieux, eh ben, il a fait comme n'importe quel primate naturel, quand il renverse le dominant, il le méprise, mais il le tient à distance, il lui aboie dessus, en somme. Et donc c'est ce qu'a fait la science. Mais en faisant ça, elle a plongé dans des voies aussi, elle a accepté
de certains de leur groupe, qu'une certaine partie de leurs scientifiques s'engagent dans des choses qui sont déshonorantes d'une certaine façon. Les scientifiques qui aident le marché à abuser du consommateur en étudiant ses comportements, en lui suggérant de mettre telle et telle musique, en lui suggérant de mettre les produits à tel endroit, etc. etc. C'est pas bien, c'est pas juste. La science qui n'est pas au contact du spirituel pour penser une autre vision de ce qu'on appelle les anormaux, mais qui ne le sont pas, les différents, les trisomiques, etc. Et qui ne comprenant pas leur sens, le sens de leur présence dans le monde, au lieu d'engager les présidents, les gouvernements à aider les familles qui ont la chance d'avoir un enfant différent, les aider, mais vraiment correctement, à assumer leur existence et à leur permettre de les faire vivre parmi nous pour qu'ils nous amènent leur sagesse, parce ils ont de la sagesse. Par exemple, ils ne convoitent pas du tout les choses que nous convoitons, qu'un dominant va vouloir convoiter, les richesses, etc. Ça, c'est de la folie quand on y réfléchit. Parce que quand on arrive à la fin de sa vie, on se rend bien compte que tout ça, c'était vain, qu'on a gaspillé du temps en pagaille là-dedans alors qu'on a sacrifié des choses essentielles, d'amour, etc., de fraternité, d'amitié, de voyage, de bonheur. Donc, on a beaucoup à apprendre de ces différents, par exemple. Et la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et la science sans spiritualité n'est que ruine de l'âme. Voilà ce qu'on peut dire et ce que moi je pense qu'il est bien de dire. Et le philosophe, normalement, est entre le scientifique, est entre la science et la religion. Il devrait être là pour faire ce passage. La plupart des philosophes le font. La plupart des philosophes sont dans cette position centrale et accomplissent leur tâche vraiment correctement. Husserl, et même les philosophes qui peuvent prendre à revers cette chose. Ils ne font que démontrer l'endroit. En prenant l'envers, ils ne font qu'éclairer l'endroit. C'est le cas de Nietzsche, par exemple. Voilà. Voilà pour cette vidéo supplémentaire. Il reste quelques pages, donc il en reste même pas mal. J'en vois pas la fin de cette... Voilà, alors là, il y a le 5, on rentrera dans la critique. C'est la prochaine vidéo. Et maintenant, comment juger cette philosophie? Voilà ce qui nous attend. Je vais arrêter celle-ci, vous remercier de votre écoute et vous proposer de mettre un petit doigt sur si vous appréciez, ou rien si vous n'appréciez pas, bien sûr. Voilà, à très bientôt. Merci de votre écoute.